Il existe un endroit sur Terre où tu es plus proche des astronautes dans l'espace que du moindre être humain vivant sur la surface du globe. Un endroit où, si ton bateau coule, tu attends 6 jours avant que les secours puissent t'atteindre. 6 jours, seul, avec des milliers de mètres d'eau noire sous tes pieds. Un endroit où les fonds marins sont parsemés de débris, de stations spatiales, de satellites, de fusées, comme un cimetière que personne n'a officiellement décidé de créer, mais que tous les pays du monde utilisent en silence depuis plus de 50 ans. Un endroit où les scientifiques qui étudient les fonds marins disent que c'est l'une des zones biologiquement les plus mortes de la planète. Rien ne vit vraiment là-bas. Et pourtant, en 1997, quelque chose au fond de cet océan a émis un son si puissant qu'il a été capté par les instruments à plus de 5000 km de distance. Un son que personne ne peut expliquer avec certitude, un son qui n'a plus jamais été enregistré depuis. Cet endroit s'appelle le Point Nemo. Et avant la fin de cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi ce nom, qui signifie personne en latin, est peut-être le nom le plus juste qu'on pouvait lui donner. Le point Nemo n'a pas été découvert, il a été calculé. En 1992, un ingénieur canado-croate se pose une question mathématique. Quel est le point de la surface des océans le plus éloigné de toute terre émergée? Pas le point le plus profond, pas le plus froid, pas le plus dangereux, juste le plus loin. Le plus seul. Il utilise un logiciel de cartographie géodésique et laisse tourner l'algorithme. La réponse, 48 degrés 52 31 sud, 123 degrés 23 33 ouest, quelque part dans le Pacifique Sud, à équidistance exacte des trois terres. L'atoll de Ducie au nord, l'îlot de Motu Nui au nord-est, et l'île Maher en Antarctique du Sud. Lucatella baptise ce point du nom du capitaine imaginé par Jules Verne, le capitaine Nemo. Nemo en latin ça veut dire personne, le point de personne, le point de nulle part. Maintenant pour que tu réalises vraiment ce que ça signifie concrètement, ces trois terres les plus proches, Ducie, Montunui, Maher, sont toutes à 2688 km. Aucune n'est habitée en permanence et aucune n'est visible depuis le point Nemo. Parce qu'elles sont au-delà de l'horizon, donc depuis ce point, dans toutes les directions, à perte de vue, à portée de radar, à portée de tout instrument que tu peux embarquer sur un bateau, rien que de l'eau. 2688 km d'eau dans chaque direction avant de toucher le moindre bout de roche. Pour donner une échelle humaine, 2688 km c'est la distance entre Paris et Le Caire. Imagine que Paris soit au point de Nemo. La première terre serait au Caire. Et ce serait une île déserte. Si ton moteur lâche, si ta coque se fissure, si tu prends l'eau, le bateau de sauvetage le plus rapide met 6 jours à t'atteindre. 6 jours à la mer, dans le Pacifique Sud. Une zone que les marins du Vendée Globe décrivent comme l'une des plus redoutées de leur parcours. Pas à cause des récifs ou des courants, mais à cause du vide. L'absence totale d'assistance possible. Si quelque chose tourne mal au point Nemo, tu es seul, d'une façon que très peu d'êtres humains ont jamais réellement expérimenté. Voilà le premier vertige de cet endroit. Les humains les plus proches de toi ne sont pas sur Terre. La Station Spatiale Internationale orbite à environ 400 km au-dessus de la surface terrestre. Elle passe régulièrement au-dessus du point Nemo. Quand elle le fait, les astronautes à son bord sont plus proches de toi géographiquement que n'importe quel humain à la surface du globe. Tu lèves les yeux vers l'espace, et c'est là que sont tes voisins. Et le sol sous tes pieds, c'est un désert biologique. Le point Nemo se situe au centre d'un gir océanique subtropical du Pacifique Sud. Un immense système de courants circulaires qui tourne sur lui-même, emprisonne les eaux de surface et empêche les nutriments froids de remonter des profondeurs. Sans ces nutriments, pas de phytoplancton. Sans phytoplancton, pas de zooplancton. Sans zooplancton, pas de poissons. L'océanographe Stephen Dont de l'université de Rhode Island l'a dit sans détour. C'est la région biologiquement la moins active du monde. Les marins du Vendée Globe qui passent par là décrivent des journées entières sans voir le moindre oiseau de mer, le moindre poisson, le moindre signe de vie, une surface d'eau d'un bleu presque artificiel, lisse, silencieuse, comme si l'océan lui-même avait décidé de ne rien accueillir ici.
Depuis 1971, le point de Nemo a une deuxième fonction, tacite. Jamais vraiment annoncée officiellement, jamais soumise à un vote à l'ONU ou à une consultation publique internationale. Juste une décision pratique prise dans les couloirs des agences spatiales et progressivement adoptée par tout le monde. C'est là qu'on envoie mourir les vaisseaux spatiaux. Voilà le problème que ça résout. Quand une station spatiale, un satellite lourd ou un module orbital arrive en fin de vie, il faut le faire rentrer dans l'atmosphère terrestre. Un objet de plusieurs tonnes qui rentre à 27 000 km/h génère une friction colossale avec l'air. Une grande partie se vaporise, mais pas tout. Les pièces les plus denses, les alliages les plus réfractaires, les réservoirs les plus robustes survivent partiellement à la rentrée atmosphérique. Des fragments de métal en fusion, pesant parfois plusieurs centaines de kilos, continuent de tomber quelque part. La question devient donc, où veux-tu que ça tombe ? Pas sur une ville, pas sur une zone habitée, pas dans des eaux territoriales, pas une route maritime fréquentée, alors les ingénieurs cherchent l'endroit le plus vide possible, calculent la fenêtre de rentrée atmosphérique et la trajectoire orbitale et visent le point Nemo. La décharge spatiale de l'humanité. Les soviétiques ont commencé les premiers, en 1971. Les Américains ont suivi. Aujourd'hui, toutes les grandes agences spatiales utilisent cette zone. NASA, ESA, Roscosmos, CNSA, et le bilan s'est accumulé en silence. Entre 250 et 300 engins spatiaux reposent aujourd'hui à plus de 4000 mètres de profondeur. Dans cette zone, parmi eux, la station spatiale soviétique Mir. 120 tonnes de métal, de câbles, de panneaux solaires qui s'est désintégré dans l'atmosphère et dont les restes se sont écrasés dans les eaux en mars 2001. Les restes de la station spatiale chinoise, Tiangong 1. Rentré en 2018, des dizaines de modules de cargo russes progressent, des satellites européens, japonais, américains, des étages de fusées. Et la prochaine inscription sur cette liste, la Station Spatiale Internationale. 450 tonnes, le projet le plus complexe et le plus coûteux jamais construit par l'humanité. Environ 150 milliards de dollars investis sur 30 ans. Elle aussi finira au point Nemo. La date est fixée à la fin de cette décennie. Maintenant, la question que personne ne pose assez fort, qu'est-ce que tout ça contient ? Des alliages d'aluminium, de titane bien sûr, mais aussi des résidus de propergol solides, dont la composition exacte est parfois classifiée, de l'hydrazine, un carburant de propulsion utilisé pour les corrections orbitales des satellites, extrêmement toxique, cancérigène, persistant dans l'environnement, des métaux lourds, des matériaux composites dont le comportement à long terme dans l'eau de mer, à 4000 mètres de profondeur, est largement inconnu. L'impact environnemental réel, personne ne le sait vraiment. Pas parce que personne ne s'y intéresse, les chercheurs ont effectivement détecté des concentrations anormales de certains métaux dans les eaux autour du point Nemo, mais parce que mener une expédition scientifique sérieuse à 2700 km de la première côte, dans des conditions météo extrêmes au-dessus d'un fond à 4000 mètres de profondeur, coûte des dizaines de millions d'euros. Et aucune agence spatiale n'a jamais financé d'études sérieuses sur ce qu'elle a coulé là. Pendant 50 ans, en silence, sans débat démocratique, sans traité international contraignant, les nations les plus puissantes du monde ont transformé l'endroit le plus isolé de la planète en décharge, parce que c'était commode, parce qu'il n'y avait personne pour s'en plaindre, parce que le fond de l'océan, c'est très, très loin. On a envoyé des hommes sur la Lune en 1969. On a des robots sur Mars depuis 2004. On a photographié un trou noir à 55 millions d'années-lumière en 2019. Et pourtant, on a exploré moins de 20% des fonds marins de notre planète. L'océan recouvre 71% de la surface de la Terre. Sa profondeur moyenne est de 3688 mètres. La fosse des Mariannes, dans le Pacifique, atteint presque les 11 000 mètres, plus profond que le mont Everest est haut. Et la quasi-totalité de ce volume d'eau et de fonds marins reste inexploré, non cartographié, avec précision, inconnu. Le point Nemo est situé au-dessus de fonds marins dont la profondeur varie entre 3000 et 5000 mètres de profondeur. À cette profondeur, la pression est 300 à 500 fois la pression atmosphérique à la surface. Il fait entre 1 et 3 degrés Celsius. Il n'y a aucune lumière naturelle, les conditions sont si extrêmes que les instruments standards ne fonctionnent pas longtemps. Et dans ces conditions, ou précisément à cause d'elles,
des choses existent, des choses que la science connaît à peine. En 1977, une expédition scientifique autour des îles Galapagos découvre pour la première fois des cheminées hydrothermales, des fissures dans le plancher océanique d'où jaillit de l'eau à 400 degrés Celsius. Chargées en minéraux. Autour de ces cheminées, une vie abondante, dense, totalement autonome du soleil. Des vers tubicoles de plus de 2 mètres, des crevettes aveugles, des crabes yétis couverts de poils blancs filtrant les bactéries, des formes de vie qui n'ont pas besoin de lumière, pas besoin de photosynthèse, elles se nourrissent directement de la chaleur de la Terre. Des cheminées hydrothermales existent partout dans le Pacifique et autour du point Nemo. Personne n'est vraiment allé vérifier ce qu'il y a. En 2018, les chercheurs publient une étude cartographiant les sons produits dans les océans profonds. Leur conclusion, des dizaines de sons de basse et ultra basse fréquence circulent en permanence dans les eaux profondes du Pacifique. La grande majorité n'ont pas d'explication claire. Certains correspondent à des signatures biologiques d'espèces connues, et d'autres, non. Les espèces découvertes dans les abysses ces 20 dernières années ont régulièrement remis en question ce qu'on pensait possible. En 2023, une expédition dans la fosse des Tonga, la deuxième plus profonde du monde dans le Pacifique Sud, pas très loin du point Nemo, remonte des organismes vivants à des profondeurs records, des créatures qui survivent à des conditions que les manuels de biologie décrivaient comme incompatibles avec toute vie connue. Alors, quand on parle du point Nemo, un endroit a priori désert en surface, biologiquement mort dans des eaux de surface, il faut se souvenir que la surface et les abysses sont deux mondes radicalement différents. Ce qu'il y a à 4000 mètres sous les débris de la station Mir, on ne le sait pas vraiment. On n'est jamais vraiment allé voir. Le bloop. Ce son a été enregistré en été 1997. Le réseau qui l'a capté s'appelle SOSUS, Sound Surveillance System. Il a été construit par la US Navy pendant la guerre froide pour une seule raison, détecter les sous-marins soviétiques en plongée. Des centaines d'hydrophones, des microphones sous-marins ultra sensibles, disposés à des profondeurs stratégiques dans tous les océans du monde, là où la propagation acoustique sous-marine est maximale. Un réseau qui peut capter des bruits d'un moteur de sous-marin à des milliers de kilomètres. En 1992, après la fin de la guerre de Floride, l'agence américaine d'observation océanique et atmosphérique obtient l'accès aux données de ce réseau autour de la recherche civile. En été 97, ces analystes entendent quelque chose. Un son à ultra basse fréquence. La version que tu entends dans cette vidéo a été accélérée 16 fois. Dans sa version originale, il est largement en dessous du seuil d'audibilité humaine, entre 10 et 50 Hz. À ces fréquences, tu ne l'entendrais pas. Tu le ressentirais dans ta cage thoracique comme une pression. Le son monte rapidement en fréquence sur environ 1 minute, il pulse, il gonfle. Son amplitude est suffisante pour être captée simultanément par plusieurs stations hydrophones situées à plus de 5000 km les unes des autres. La NOAA publie des données. Elle localise l'origine du signal approximativement à 50 degrés sud et 100 degrés ouest. Et dans son rapport officiel, elle écrit noir sur blanc, l'origine du son est inconnue. Les spéculations commencent immédiatement, hypothèse biologique en premier, un animal, mais quel animal? La baleine bleue, le plus grand animal ayant jamais existé sur Terre, pouvant dépasser les 30 mètres et 150 tonnes, produit des sons à basse fréquence qui se propagent sur des milliers de kilomètres. Mais jamais avec une amplitude pareille. Pour correspondre au profil acoustique du bloop, l'animal qui l'a produit devrait être significativement plus grand que la baleine bleue. Phil Lobel, biologiste marin à l'université de Boston, écarte l'hypothèse des céphalopodes, calamars géants, pieuvres colossales, en rappelant qu'ils n'ont pas de poche d'air, pas de membrane gazeuse interne permettant de produire des sons de cette nature. Pour Lobel, si c'est biologique, ce doit être un cétacé inconnu, plus grand que tout ce qu'on a jamais recensé. Et puis arrive la coïncidence que tous les amateurs de l'étrange ont relevé. Howard Phillips Lovecraft, en 1926, dans sa nouvelle
l'appel de Cthulhu. Cet écrivain américain décrit une cité engloutie au fond du Pacifique, où sommeille depuis des éons une entité cosmique ancienne, un grand ancien, qui attend de se réveiller. Il donne à cette cité des coordonnées précises, 47 degrés 9 au sud et 126 degrés 43 à l'ouest. Regarde ces coordonnées sur une carte, c'est la zone du point Nemo, à quelques degrés près. À l'origine supposée du bloop, 50 degrés sud, 100 degrés ouest, à moins de 2000 km des coordonnées que Lovecraft avait écrites 71 ans avant que ce son soit enregistré. Lovecraft est mort en 1937. Il n'avait pas de capteur hydrophone, et il n'avait aucun moyen de savoir qu'il existait un endroit particulièrement isolé dans le Pacifique Sud à ses coordonnées, et pourtant c'est là qu'il a placé sa cité des cauchemars. Et c'est là, des décennies plus tard, que quelque chose a crié dans le noir. La réponse officielle de la NOAA, donnée à partir de 2005, le bloop serait un tremblement de glace. La fracture d'un iceberg géant dans les eaux antarctiques. Des études publiées dans la revue Science, cette année-là, décrivent des phénomènes acoustiques similaires produits par des icebergs en dérive. L'explication est possible, elle est scientifiquement plausible, mais le bloop n'a plus jamais été enregistré. Pas une fois depuis 1990. Pas une fois depuis l'été 1997. Les icebergs se fracturent tous les ans dans les eaux antarctiques. Des centaines, des milliers. Si le mécanisme est aussi banal, pourquoi ce profil acoustique unique n'a jamais été reproduit? Pourquoi cette amplitude phénoménale, cette portée de 5000 km, et ensuite rien? Et le bloop n'était pas seul cette année-là. En 1997, la NOAA a enregistré dans la même zone 4 autres sons d'origine non déterminée avec certitude. Leur nom, Slowdown, Julia, Train, Upsweep. 4 profils acoustiques distincts, 4 événements isolés dans la région du Pacifique Sud, la moins accessible et la moins surveillée du monde. Tous inexpliqués, tous silencieux depuis. Voilà où on en est, un fond marin que personne n'a vraiment exploré, des centaines de tonnes de débris spatiaux dont personne ne surveille l'impact, un réseau de détection conçu pour la guerre froide qui capte quelque chose d'inconnu, et un écrivain mort en 1937 qui avait mis ces monstres exactement là. Ce n'est peut-être qu'un iceberg, mais c'est un iceberg que personne n'a jamais revu. Le point Nemo, le point de personne, l'endroit où tes voisins les plus proches sont dans l'espace, où l'humanité enterre ses stations spatiales sans en parler, où les abysses n'ont jamais vraiment été explorés, et où une seule nuit de l'été 1997, quelque chose dans le noir a décidé de se faire entendre. Peut-être un iceberg, peut-être un animal, que la science ne connaît pas encore, peut-être rien de tout ça. Ce qui est sûr, personne n'est descendu vérifier. Si cette vidéo t'a emporté quelque part, tu sais ce qu'il te reste à faire. Et on se retrouve très bientôt pour replonger.